Krach boursier, crise économique, manque de confiance. 80% des Français aujourd'hui ne veulent pas investir en bourse, la peur de perdre de l'argent étant la principale raison. Pourtant, rassurez-vous, vous allez voir que la bourse est en réalité un des meilleurs investissements, c'est l'un des plus performants, des plus passifs. Vous verrez que ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est simple à comprendre, pas besoin d'être un as de la finance et c'est accessible. Aujourd'hui, il suffit d'une connexion Internet et on peut investir à partir d'une dizaine d'euros. Et quel est le but d'investir en bourse? Faire fructifier votre épargne, sécuriser votre avenir financier, votre retraite, vous créer une nouvelle source de revenus, etc. Et réussir en bourse, ce n'est pas une question de chance ou de hasard, mais c'est une question de méthode et de connaissances. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce guide complet débutant. Comment investir en bourse, comment débuter en bourse avec confiance et vous allez donc pouvoir comprendre pourquoi c'est un investissement performant, voire très performant. Vous allez acquérir les connaissances fondamentales pour pouvoir bâtir ensuite une stratégie solide d'investissement et on va ensemble démystifier de manière simple et efficace les concepts clés et les risques à connaître. Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en investissement financier, CIF CGP et fondateur de S'Investir. Et dans ce guide, on va voir ensemble donc comment fonctionne la bourse, les actions, les obligations, comment gagner de l'argent en bourse, quelle stratégie appliquer en bourse. Et en fin de vidéo, je vous donnerai votre plan d'action à appliquer en 10 étapes simples. Je vous ai préparé des infographies, des illustrations, des images pour tout comprendre. Vous allez voir, ça va être sympa. Et je vous montrerai même en direct sur mon téléphone, via mon compte boursier, comment investir concrètement. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est finalement, c'est quoi la bourse? C'est quoi les actions? C'est quoi les obligations? Alors, on va commencer avec les actions, parce que les actions, c'est simple à comprendre. Une action, c'est une part d'une entreprise. Donc, par exemple, ici, vous avez l'action Apple. Si vous achetez une action Apple, vous allez détenir une part de la société Apple et donc vous allez devenir copropriétaire de cette société Apple et copropriétaire donc d'une partie de ses bénéfices. On verra après comment on peut gagner de l'argent en bourse, mais vous comprenez donc qu'en devenant copropriétaire de la société Apple, actionnaire de Apple, vous devenez copropriétaire d'une partie de ses bénéfices. Donc vous investissez dans l'économie. Et vous voyez ici donc l'entreprise Apple qui est cotée. Le prix de l'action varie un petit peu tous les jours quand la bourse est ouverte. Donc en achetant une action Apple, sachez que il y a en fait 15 milliards d'actions Apple. Donc en achetant une seule action, vous devenez copropriétaire de 0,0000006% de cette société. Donc évidemment que c'est très peu, vous n'allez pas devenir propriétaire de tout Apple en achetant une simple action qu'on a vu tout à l'heure. Cette action elle coûte à peu près 184 $ ici. Mais sachez que, en investissant un petit peu tous les mois, vous allez pouvoir avoir des résultats qui peuvent quand même sembler assez incroyables. Ça peut être assez important comme gain la bourse. Ça, on va en reparler ensuite. Donc finalement, vous trouvez sur la bourse, la majorité des grosses entreprises. Ici, on a par exemple LVMH, l'action de Bernard Arnault, une des personnes les plus riches de la planète, certainement la personne française la plus riche. On a aussi Crédit Agricole, voilà, c'est des exemples que je donne ici. Donc là, j'ai cité que quelques actions, mais on pourrait citer Airbus, Air Liquide, Amazon, Tesla, voilà, il y a à peu près un peu plus de 60 000 actions achetables en bourse. Alors, certaines grosses entreprises refusent d'être cotées en bourse, ne veulent pas, donc elles ne seront pas cotées, mais la grande majorité des grandes entreprises sont quand même cotées en bourse. Alors, vous allez peut-être vous demander, pourquoi ici on a les prix qui varient et comment ça se fait que ça varie? Alors, la bourse, c'est assez simple à comprendre, c'est simplement le bon coin des actions. Donc, vous pouvez venir en bourse et vendre vos actions ou en acheter, voilà, c'est une place de marché. C'est ça la bourse. Et donc, le prix va varier en fonction de la simple loi de l'offre et la demande. Donc, s'il y a plus de demandes, l'action va grimper. Et s'il y a plus d'offres et pas assez de demandes, l'action va plutôt diminuer. Et l'offre et la demande va changer en fonction du contexte économique, en fonction des résultats de l'entreprise, en fonction de énormément de paramètres, en fonction des prédictions, des prévisions futures de l'économie, de la santé financière d'une boîte, etc., etc. Alors, vous allez voir que vous n'avez pas forcément besoin de tout analyser, voire d'analyser tout simplement. Vous n'avez pas besoin de ça pour investir en bourse. On reparlera après d'une stratégie qui est passive et qui ne vous demande pas de temps et qui ne vous demande pas forcément d'analyse économique ou financière d'une société. Alors maintenant, vous vous demandez sans doute, qu'est-ce qu'une obligation maintenant? Une obligation, c'est exactement comme lorsque vous demandez un prêt à la banque pour acheter un bien immobilier, par exemple. Donc,
En général, vous allez demander, imaginons, 200 000 euros et le banquier va vous dire, OK, je vous prête à, imaginons, 5%. Et donc, vous allez recevoir ces 200 000 euros et vous allez devoir payer 5% d'intérêt sur le capital restant emprunté par an. Mais une obligation, c'est la même chose. C'est une entreprise ou un État ou une collectivité qui a besoin d'argent, qui a besoin de financement, qui va émettre des obligations sur les marchés financiers. Et vous, en tant qu'investisseur, là, vous allez jouer le rôle de la banque. Donc, vous allez acheter, par exemple, une obligation qui coûte 100 euros. Imaginons que cette obligation, elle vous donne un taux de 5%. Vous allez toucher tous les ans 5 euros. Imaginons ici, c'est une obligation qui dure 3 ans. Vous allez toucher 5 euros, 5 euros, 5 euros. Et au bout de ces 3 ans, l'entreprise va rembourser l'obligation. Alors, c'est plutôt un prêt qu'on pourrait appeler plutôt in fine. Le capital est remboursé qu'à la fin. Alors après, il y a plein de sortes d'obligations. Là, je vous ai présenté l'obligation la plus simple. Mais voilà, c'est exactement ça. Vous jouez le rôle de la banque, vous prêtez 100 euros et ensuite, vous touchez des intérêts si tout se passe bien. Évidemment, une entreprise peut, entre-temps, faire faillite, faire défaut, ne pas payer ses intérêts. Mais si tout se passe bien, vous touchez les intérêts et à la fin, l'entreprise ou l'État vous rembourse le montant emprunté. Donc ça, c'est une obligation, c'est assez simple à comprendre. Et donc maintenant, vous comprenez ce qu'est la bourse. La bourse, c'est le bon coin des actions, des obligations. C'est une place de marché, mais au lieu d'acheter ses tomates et sa salade, on va acheter des actions, des obligations, des produits financiers un petit peu de toutes sortes, des produits dérivés et on peut aussi vendre. Et aujourd'hui, c'est très simple d'aller au marché des actions et des obligations. Plus besoin de vous rendre au Palais Brongniart à Paris pour acheter ces actions ou ces obligations. Aujourd'hui, avec Internet, vous allez simplement ouvrir un compte d'investissement et puis vous avez 2 grands boutons, acheter, vendre. Voilà, vous choisissez avant votre produit financier, votre action, l'action Apple, Crédit Agricole, ce que vous voulez. Et voilà, vous dites ici la quantité que vous voulez, le montant, etc. Et puis, vous achetez comme ça en ligne. Et c'est quasi instantané si les marchés financiers sont ouverts. Et par exemple, la bourse de Paris, elle est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. Et vous pouvez aussi placer des ordres en bourse, même si la bourse est fermée. Donc, je vais vous montrer très simplement comment ça marche sur mon téléphone. Donc là, ici, on est sur un compte d'investissement que j'ai, qui est sur l'application Trade Republic. Et donc, vous voyez, donc là, ça, c'est l'évolution un petit peu de mon portefeuille. Vous voyez qu'on peut, par exemple, rechercher. On peut acheter des actions, des cryptos, des ETF, on va en reparler, des produits dérivés, des obligations. Et là, par exemple, j'ai l'action Apple, tout simplement. Alors là, la bourse est fermée quand j'enregistre la vidéo, mais sinon, si la bourse était ouverte, il suffirait d'appuyer sur acheter ici. Et on peut aussi, avec Trade Republic, certains courtiers le font, acheter des fractions d'actions. Et on peut dire, par exemple, je veux acheter tous les mois 10 euros de l'action Apple. Alors chaque semaine, voilà, ou chaque mois, par exemple. Au début du mois, je vais acheter voilà, 10 euros. Et là, j'appuie sur épargner. Et tous les mois, je vais investir 10 euros dans l'action Apple. Vous voyez, c'est assez simple aujourd'hui pour investir en bourse. Alors, c'est pas parce que c'est simple qu'il faut se lancer comme ça, les yeux fermés quand même. Il faut avoir conscience de pas mal de choses avant de se lancer. C'est l'objet aussi de cette vidéo. Il y a des risques, on va en reparler. Donc, voilà, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est, pourquoi s'intéresser à la bourse? Pourquoi cet investissement et pas un autre? On l'a dit en intro, la bourse, c'est un des investissements les plus performants historiquement. C'est aussi un des plus passifs, qui ne va pas vraiment demander beaucoup de temps de gestion. Vous voyez ici, c'est la performance de plusieurs placements en rentabilité cumulée, donc sur 50 ans, de 1968 à 2018. Et vous voyez que les actions ici ont fait plus 7517%. L'immobilier ensuite, assurance vie, or, les SICAV, inflation et le livret A. Donc historiquement, la bourse, c'est un investissement très performant. C'est en fait un investissement qui va être accessible, qui va demander simplement une connexion Internet, qui demande en plus un apport faible. Vous pouvez investir 10 euros. C'est pas comme un investissement immobilier où là, il faut vraiment s'engager avec un crédit, avec des mensualités à payer. On va peut-être acheter un bien à 100 000, 150, 200 000, 300 000 euros. Voilà, là, on peut commencer avec des montants faibles. Et le but en bourse, c'est d'investir une petite partie de son épargne un petit peu tous les mois. Donc, c'est performant et c'est passif. Donc, on va voir un petit peu tout ça. La bourse,
c'est une classe d'actifs sur laquelle on a beaucoup de données. Ici, on a des données depuis 1801, donc depuis plus de 200 ans. Et les actions américaines, alors vous comprendrez peu à peu que le marché américain en bourse, c'est quand même le marché qui donne le là. C'est le marché de référence, avec des actions évidemment qui sont parmi les plus grosses capitalisations, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, etc. Et depuis 1801, les actions, donc stock en anglais, ont rapporté 6,9% de performance annuelle, donc chaque année, et c'est ici net d'inflation. Donc ça, c'est à noter, hein, c'est pas ici une performance brute, c'est net de pouvoir d'achat. Votre épargne se serait appréciée de 6,9% inflation pris en compte. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et vous voyez ici que 1 dollar en 1801 est devenu 2 millions de dollars en 2021 avec la bourse. Ici, on voit les bonds, donc ça, c'est les obligations, ça, c'est des produits monétaires, ça, c'est l'or, et ça, c'est le dollar américain. Donc là, vous comprenez que net d'inflation, le dollar, lui, par contre, c'est très largement déprécié. Parce que l'inflation, c'est quoi? C'est l'augmentation générale sur la durée des biens et des services qu'on achète. Et bien évidemment que sur 200 ans, les prix ont augmenté. Et avec 1 dollar en 1801, on ne peut plus du tout acheter la même chose qu'en 2021. Donc vous voyez la grande différence de performance entre garder simplement de l'argent sur son compte courant, argent donc qui va se déprécier nettement en termes de pouvoir d'achat, et bien investir notamment en actions. Historiquement, ça a été très performant. Donc beaucoup de gens qui commencent à investir en bourse, ils comprennent peu à peu qu'en fait, garder de l'argent qui dort, c'est garder de l'argent qui meurt peu à peu. On pense épargner pour son futur en mettant un petit peu par exemple sur son livret A. Livret A, net d'inflation depuis 1900. On voit, il y a eu des grandes phases d'inflation qui ont fait que le livret A était vraiment performance négative nette d'inflation. Ces dernières années aussi, on a connu une inflation assez forte qui a été plus élevée que la rémunération du livret A, ce qui fait en fait que depuis 1900, la performance nette du livret A est de moins 3,95% par an. Donc là, vous pensez en fait mettre un peu sur livret A pour, je sais pas, pour votre retraite, pour vos enfants plus tard ou des choses comme ça. En fait, le pouvoir d'achat de cet argent va diminuer à cause de l'inflation. Il faut un petit peu renverser la croyance que mettre de l'argent de côté sur compte courant ou sur livret A, c'est pas risqué. Non, en fait, c'est risqué sur le long terme. En tout cas, d'en avoir trop. Il faut en avoir évidemment pour le court terme, pour les aléas de la vie et une certaine épargne de précaution. Mais par contre, sur le long terme, on comprend que, ne rien faire aussi, c'est risqué. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et quand on commence à comprendre, ces mécanismes-là, on comprend que l'investissement, ça devient un petit peu indispensable, notamment l'investissement en bourse. Il y a une autre chose aussi qui rend l'investissement très important aujourd'hui, c'est un petit peu le contexte de la retraite, qui est un système déficitaire aujourd'hui en France, avec un âge de départ à la retraite qui augmente peu à peu. Donc on était à 62, on va passer à 64. Des pensions aussi qui, net d'inflation, ne s'améliorent pas vraiment. On travaille finalement de plus en plus pour gagner pas forcément de plus en plus. C'est important, peu à peu, voire très important, de préparer la retraite soi-même. Et ça passe aussi donc par l'investissement, notamment en bourse. Alors on a vu que la bourse était du 6,9% historiquement net d'inflation. Et si la bourse, en fait, est aussi puissante, c'est grâce au mécanisme des intérêts composés. Imaginons que la première année, vous ayez 1000 euros à investir. Ces 1000 euros, imaginons que vous puissiez les placer à 10%. La première année, vous allez gagner 100 euros. 10% de 1000 euros, ça fait 100 euros. La deuxième année, ces 100 euros, vous allez pouvoir les réinvestir. Donc la deuxième année, vous avez 1100 euros à investir que vous allez encore placer à 10%. Et donc, en fait, vous allez toucher 110 euros d'intérêt. Troisième année, ça se répète. On gagne de plus en plus d'intérêt, 100, 110, 121, 133, etc. La dixième année, vous touchez 236 euros d'intérêt. Vous avez déjà plus que doublé les gains annuels. Et c'est ça, en fait, la puissance des intérêts composés. Vous gagnez un petit peu au début, etc. Et de plus en plus, de plus en plus. Et c'est là qu'on obtient, en fait, une courbe qui va être exponentielle, une courbe de capitalisation, donc de votre capital, qui va grandir de manière exponentielle. Donc ça, c'est la puissance des intérêts composés. C'est le fait que en réinvestissant vos gains peu à peu, ils vont générer à leur tour des gains. Donc ça va faire un effet boule de neige qui va permettre à votre épargne, à votre capital, de croître de manière exponentielle au lieu de croître de manière linéaire, comme ça serait le cas avec des intérêts simples. Les intérêts simples, c'est vous placez 1000 euros, vous gagnez 10% de 1000 euros, 100 euros,
Et l'année 2, vous ne réinvestissez pas ces gains, vous touchez encore donc 10% de 1000 euros. Tous les ans, vous touchez 100 euros en fait. Et donc là, vous aurez un capital qui va croître de manière linéaire, alors qu'en réinvestissant grâce aux intérêts composés, vous avez quelque chose d'exponentiel et c'est ça qui va faire toute la différence. À la fin, le capital final sera drastiquement différent. Et un paramètre très important des intérêts composés, c'est le rendement annuel. Gagner en fait 10% par an, au lieu de gagner 9%, ça fait une différence colossale sur le long terme. Donc c'est pour ça que c'est très important en bourse d'optimiser. Et ne serait-ce que de gagner 1% en plus, c'est énorme. Sur le long terme, ça peut représenter 50 000, 100 000 euros au final. 1% en plus chaque année, eh bien c'est vraiment beaucoup. On va en reparler parce que le banquier chez qui vous pourriez éventuellement placer de l'argent, ce qui va vous facturer en général, c'est 1%, 2%, 3% de frais par an. Sauf que si vous payez 3% de frais par an, c'est passer de la courbe orange ici à la courbe verte ici. Et vous voyez donc le gain final est drastiquement différent. Et vous voyez ici, ça représente même plus que 50%. Hein. Voilà, moins 50% à cause de ces 3% de frais par exemple. Donc ça, on va en reparler, c'est très important d'optimiser en bourse chaque petit pourcentage. Donc maintenant, vous vous dites peut-être, eh bien, ça donne quoi les 6,9% historiques de la bourse donc sur le long terme? Alors 6,9% donc par an. Imaginons on fait une simulation intérêt composé que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site internet s'investir.fr. Vous avez la calculatrice des intérêts composés, donc celle-ci que j'ai utilisée. Si vous versez, imaginons 300 euros par mois à 6,9% par an pendant 35 ans, ça fait un capital final de 502 000 euros net d'inflation. Il y aura des impôts, on va en parler après. Mais vous verrez que fiscalement en bourse, vous êtes beaucoup moins imposé que sur vos revenus provenant du travail. Et vous voyez donc que vous avez versé sur 35 ans 126 000 euros, mais en gain, vous avez touché 376 000 euros. Alors, chose très importante à comprendre, les performances passées ne préjugent pas des performances futures en bourse. Donc, c'est pas parce que la bourse a rapporté 6,9% historiquement qu'elle va rapporter 6,9% dans les années à venir. Et puis aussi, chose importante à comprendre également, c'est que ça, c'est un rendement annuel qui a été annualisé sur plusieurs années. Mais il se peut qu'il y ait des années qui soient en terrain négatif, des années qui soient en terrain très positif. Et au final, sur plusieurs années, on aura du 6,9% par an. Mais ça ne veut pas dire que tous les ans, ça augmente de 6,9%. Okay, c'est annualisé. Donc là, vous avez compris que la bourse, c'est un investissement performant. Mais la question qui se pose maintenant, c'est d'où viennent ces gains en bourse? Comment on gagne de l'argent en bourse? Comment ça se passe concrètement? Pourquoi eh bien, je peux gagner de l'argent littéralement? D'où ça provient? Donc, finalement, si on fait un petit récap ici, on a compris donc, que la bourse, on devenait copropriétaire d'entreprise, on devenait copropriétaire d'une partie des bénéfices. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit en bourse, c'est que l'entreprise peut verser des dividendes. Okay. Les dividendes, c'est quoi? C'est simplement une partie des bénéfices. Imaginons que l'entreprise a généré, je sais pas moi, 500 000 euros, imaginons, de bénéfices. Eh bien, elle peut choisir de reverser une partie ou tout donc, de ses bénéfices aux actionnaires. Donc, imaginons, elle veut reverser 400 000 euros à ses actionnaires. Imaginons qu'il y ait 400 actionnaires. Eh bien, ça fait 1000 euros par actionnaire. Et donc là, à ce moment-là, l'entreprise, en fait, va verser sur le compte courant ou enfin, sur le compte d'investissement de l'actionnaire, sur un compte espèce, 1000 euros. Voilà. Donc, ça, c'est les dividendes. Dividendes, c'est une partie des bénéfices qui peuvent être redonnés aux actionnaires. Sauf que, alors, les dividendes, vous allez entendre pas mal de choses sur les dividendes. Il y a vraiment beaucoup de mythes, beaucoup de choses qui sont dites et qui sont parfois assez fausses sur les dividendes. Parce que les dividendes, c'est sexy, on a l'impression de toucher de l'argent, de toucher, là, par exemple, un salaire là, de 1000 euros. Les dividendes, il y a plusieurs problèmes. On a compris que lorsque vous étiez actionnaire, vous étiez déjà copropriétaire de l'entreprise. Et lorsqu'elle a généré des bénéfices, vous êtes déjà copropriétaire de ces bénéfices. Donc, lorsqu'elle vous verse de l'argent, c'est de l'argent qui vous appartenait déjà. Et un dividende, on se rend compte que finalement, c'est poche gauche, poche droite. C'est un petit peu lorsque vous allez au distributeur de billets, vous avez 1000 euros sur votre compte bancaire
donc sur votre compte numérique, Boursorama ou je ne sais pas quelle banque vous avez, vous retirez ces 1000 euros, vous n'êtes pas plus riche après. Vous aviez 1000 euros avant, maintenant vous avez 1000 euros en cash tout simplement. Un dividende, c'est la même chose. C'est un petit peu comme une part de pizza. Vous avez une action, par exemple, qui coûte 100 euros. Si l'entreprise décide de verser 5 euros de dividende par action, donc pour chaque action, si vous détenez 1000 actions, vous touchez 5000 euros par exemple. Donc ce qui va se passer, c'est qu'une action, c'est un petit peu comme une pizza. Elle valait 100 euros avant. Lorsque le dividende est versé, elle va valoir 95 euros. Et donc, avant, vous aviez 100 euros, mais sous forme d'action. Et après, vous avez 95 euros sous forme d'action, plus 5 euros sous forme de cash, soit 100 euros. Vous n'êtes pas plus riche avant le versement qu'après. Donc, attention aux idées reçues, aux personnes sur Internet ou autres qui vont vous dire que eh bien, les dividendes, ça va vous générer une forme de salaire, ça va vous générer des revenus. Non, le dividende n'est pas un gain pour l'actionnaire. Puisque, imaginons par exemple que vous ayez 1000 actions de Total Energy. Chaque action, imaginons, coûte 30 euros. Vous avez en fait 30 000 euros en portefeuille. On imagine que vous avez 0 euros ici de cash dans ce portefeuille. Donc, vous avez 30 000 euros en tout. Ce portefeuille vaut 30 000 euros. Après le versement du dividende, vous avez toujours 1000 actions, mais les actions valent 27 euros. Vous avez 27 000 euros sous forme d'actions, donc en portefeuille, et vous avez 3 000 euros en cash. Imaginons donc que l'action est versée 3 euros de dividende par action. Et donc, vous vous retrouvez avec 27 000 plus 3 000, 30 000 euros. Vous n'êtes pas plus riche avant qu'après. En pratique, comment ça se passe? Eh bien, en pratique, le prix d'une action va chuter le jour du dividende du montant du dividende. Donc, imaginons que l'action coûte 30 euros. Lorsqu'elle va verser un dividende de 3 euros, le cours va chuter ici de 3 euros. En pratique, ça se voit de cette manière. Par exemple, ici, Lagardère, l'action Lagardère qui a versé un dividende de 7,30 € le 6 mai. Et vous voyez ici la chute du prix, tout simplement. Donc, vous n'êtes pas plus riche avant un dividende qu'après. Et ça a été montré par des chercheurs. Alors, ça fait longtemps qu'on le sait, 1961. Donc, ici, Merton Miller et Franco Modigliani, qui deviendront ensuite prix Nobel de l'économie, disaient à cette époque-là, quand vous êtes actionnaire, vous devez être indifférent entre toucher 3 euros sous forme d'augmentation d'une action ou toucher 3 euros sous forme de dividende, puisque eh bien, c'est exactement la même chose. Alors, en plus de ça, les dividendes posent un petit problème, c'est que en France notamment, sur compte titre ordinaire, vous serez taxé en général de 30% sur le montant du dividende. Donc ça fait un peu mal parce que comme c'est pas un revenu, vous êtes un petit peu taxé sur quelque chose que vous n'avez pas vraiment gagné. Et donc ça peut faire assez mal puisque vous allez passer par la case impôt à chaque fois qu'un dividende est versé. C'est pour ça qu'on verra ensuite, mais il y a des stratégies qui sont plus optimisées que d'aller chercher les dividendes pour les dividendes. Et donc justement, eh bien, quelle stratégie appliquer en bourse? Sachez qu'en bourse, il y a deux grandes écoles. Il y a un petit peu l'école du court terme, qu'on va plutôt appeler trading, qui va plutôt s'apparenter à de la spéculation plutôt qu'à de l'investissement. Et on a aussi l'école long terme. Ça va être plutôt de l'investissement. Le court terme, c'est quelque chose que je ne recommande absolument pas. Pour plusieurs raisons, mais notamment la raison, c'est que l'AMF ici, l'autorité des marchés financiers, a fait une étude, a montré que dans la plupart des cas, les particuliers qui vont faire du trading, donc de CFD, Contract for Difference ou Forex, donc c'est le marché des devises, peu importe, mais ceux qui vont investir plutôt à court terme sont généralement perdants, vont perdre de l'argent. Ça s'apparente beaucoup plus à une forme de casino qu'à une forme d'investissement bon père de famille. Dans cette étude, il y avait 14 799 clients qui étaient étudiés sur une durée de 4 ans et eh bien, un taux de clients perdants de plus de 89%. Un résultat total négatif de 161 millions d'euros de pertes avec donc ces gens qui essayent de gagner de l'argent en bourse à court terme. Donc, que font ces gens-là? Il y a la variation des cours comme ça et ils essayent eh bien, d'acheter quand c'est en bas ici pour revendre quand c'est au plus haut ici. Sauf que les prix étant tellement stochastiques, c'est vraiment imprévisible, et bien que finalement, on est très généralement perdant à cause de ça, notamment parce que
À chaque fois que vous allez faire une transaction, il peut y avoir des frais, il peut y avoir des impôts. Donc faites très attention avec le trading. Vous allez voir des gens qui vont vous dire que vous allez pouvoir devenir riche du jour au lendemain grâce au trading, etc. Voilà, ça c'est quelque chose de plutôt faux. Peut-être qu'il y a certains qui deviennent des Ronaldo ou des Messi du trading et qui ont des résultats très importants. Mais de la même manière qu'on ne va pas chercher à jouer au football parce que Ronaldo ou Messi gagnent des millions d'euros, eh bien, de la même manière, le trading, c'est vraiment pas fait pour tout le monde et dans la grande majorité des cas, vous allez perdre de l'argent. Donc, n'allez pas sur ce terrain-là, sauf si vous voulez, eh bien, jouer avec votre argent. Donc moi ici, je vous parle pas de jeu, on parle pas de casino, on parle pas de gambling, on parle pas de jouer avec son argent, on parle d'investissement plutôt bon père de famille, de choses raisonnées, fait avec méthode, pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté. Dans l'étude, vous voyez que, en plus de ça, c'est chaque année qu'il y a un pourcentage élevé de personnes qui perdent, 84% en général, ce qui fait que sur 4 années cumulées, il y a 89% des gens qui sont perdants. Alors la deuxième école, c'est l'école du long terme. Donc c'est l'école de l'investissement, du bon père de famille, de la personne qui va investir sur plusieurs années et qui va pas jouer avec son argent, mais qui va plutôt préparer sa retraite, faire fructifier son épargne, voilà, dynamiser, faire les choses correctement. Et dans cette école de long terme, on a deux courants. On a le courant des gens qui vont être actifs, donc on va appeler ça du stock picking. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, stock en anglais c'est action, picking c'est choisir, ils vont choisir leur action. Ils vont se dire, je vais plutôt privilégier l'action Apple, par contre, j'aime pas trop l'action Microsoft, j'aime bien l'action Amazon par exemple, et ils vont créer un portefeuille de plusieurs lignes d'actions en bourse. Donc, ils vont avoir un portefeuille de stock picking. Ils vont avoir des avis en fait sur les sociétés. Ils vont peut-être analyser le contexte économique, la situation financière des entreprises. Ils vont éplucher les différents rapports trimestriels, etc. Donc, ça peut être assez chronophage comme activité. Et le but de ça, eh bien, c'est en général de faire mieux que ceux qui sont passifs. Alors, passif ici, j'ai mis stock picking, mais pas du tout. Passif, c'est donc les gens qui vont, au lieu de sélectionner plusieurs actions, ils vont acheter toutes les actions. Donc ces gens-là, ils vont pas avoir besoin d'analyser les boîtes ou d'analyser le contexte économique. Ils vont être assez agnostiques par rapport à ça. Ils vont investir de manière très simple finalement, et de manière très passive. Et ça a plusieurs avantages. Et donc premier avantage, c'est que vous n'aurez pas besoin d'aller voir les ratios financiers, comprendre le PER, le price to book, analyser graphiquement aussi, faire des indicateurs techniques, etc. Vous tenir aussi au courant des actualités. Il y a beaucoup d'actualités en bourse. Il y a vraiment des news en veux-tu, en voilà. Il y en a dans tous les sens puisque les marchés sont cotés, ça évolue à la seconde. Ça va très vite. Voilà, les marchés cotés, c'est vraiment un monde avec beaucoup d'informations. Vous verrez voilà, beaucoup de choses, beaucoup d'alertes, beaucoup de rapports à étudier, etc. Alors, voilà, donc première chose, c'est que l'investisseur passif, il n'aura pas besoin de faire tout ça. Alors certes, il y a des gens qui peuvent automatiser un petit peu leur analyse et ça peut quand même aller plus vite. Il y a aussi des outils, des screeners qui vous permettent de voir des actions intéressantes un peu plus rapidement. Donc si vous êtes stock picker, tout ça, ça va vous intéresser. Si vous êtes investisseur actif, si vous êtes investisseur passif, ça ne va pas vous intéresser, vous n'en aurez pas besoin. Il y a un outil en fait qui a un petit peu révolutionner bien l'investissement, donc surtout pour les investisseurs passifs, c'est ce qu'on appelle les ETF. Un ETF, c'est très simple à comprendre. ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund en anglais. En français, on pourrait traduire ça par fonds, donc fund, négocié en bourse, Exchange Traded, négocié en bourse. C'est en fait des fonds, donc des fonds d'investissement, qui vont investir pour vous dans plusieurs entreprises et vous n'aurez plus qu'à acheter le fonds pour avoir toutes ces entreprises-là. Au lieu de faire un portefeuille de plusieurs lignes, etc., vous achetez simplement un ETF et dedans, vous avez plusieurs entreprises et ça va faire un portefeuille assez bien diversifié. On va en reparler de la diversification, c'est très important en bourse. Ça va faire un portefeuille qui va être passif parce qu'il va se mettre à jour automatiquement pour vous, etc. Ça aussi, on va en reparler. Et donc, pour illustrer ça, vous connaissez sans doute le CAC 40. C'est l'indice phare français. L'indice de Paris, le CAC 40. Donc CAC, c'est pour cotation assistée en continu. Et 40 parce qu'il y a 40 entreprises. Donc en fait, ça va reprendre 40 des plus grosses entreprises françaises cotées en bourse. Donc, par exemple, on va retrouver LVMH, Total Energy, L'Oréal, Schneider Electric, Sanofi, Air Liquide et donc 34 autres entreprises. Donc ça va faire un indice. Un indice, c'est quoi? Ça va prendre ces 40 entreprises-là
et ça va faire donc ce portefeuille-là et ça va le pondérer et on va avoir la performance moyenne donc de ces 40 entreprises via l'indice CAC 40 et un ETF CAC 40, tout simplement, il va investir dans ces 40 entreprises, ok, il va faire un panier pour vous et vous n'aurez plus qu'à acheter ce panier d'actions. Et vous pouvez aussi trouver d'autres ETF sur d'autres indices. Par exemple, un indice S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines cotées en bourse. Nvidia, Microsoft, Google, Apple, Visa, Tesla, voilà, il y en a à peu près 500 dedans. Et vous, donc, vous pouvez acheter en un clic, en une transaction, eh bien, un ETF S&P 500 qui va donc reproduire la performance de ces 500 entreprises américaine. Vous voyez, le gain de temps, il y a aussi d'autres avantages à cela, on va en parler. Mais au lieu d'avoir 500 entreprises à acheter une par une, vous achetez directement le panier. Donc finalement, un ETF, on va appeler parfois donc ETF indiciel. Donc finalement, un ETF, si cet ETF donc est indiciel, c'est-à-dire qu'il va répliquer un indice comme le CAC 40 ou le S&P 500, eh bien il va aussi répliquer la performance de cet indice. Vous voyez ici, il y a une courbe bleue et une courbe orange. Elles sont pas très, on les voit pas trop parce qu'elles sont vraiment collées puisque la performance de l'ETF va avoir la même performance que l'indice sous-jacent, l'indice de référence. Donc en achetant un ETF, retenez que si vous achetez un ETF sur un indice S&P 500, vous allez obtenir peu ou prou la même performance que l'indice. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que l'investissement passif, notamment donc via les ETF, ça a beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est que c'est performant. Et quand je dis performant, c'est pas que ça va être une performance assez intéressante. C'est que la plupart des professionnels en bourse qui vont essayer de faire mieux que un indice, donc un ETF, la grande majorité de ces professionnels va échouer sur le long terme. Et ça, c'est notamment plusieurs rapports qui le montrent, notamment le rapport Spiva, qui montre ici, sur 20 ans, pour les fonds américains, US Equity Funds, qui underperforming, donc qui font moins bien, qui performent moins bien que leur benchmark. Et le benchmark, c'est quoi? C'est un indice, c'est le S&P 500 par exemple. Vous voyez que sur un an, on a 60% des fonds professionnels qui font moins bien. Sur 3 ans, c'est 69. Sur 5 ans, c'est 75. Sur 10 ans, c'est 82. Et sur 20 ans, c'est 94%. Et ça, c'est énorme. Et ça a vraiment changé le monde de la finance quand on a découvert cela. Seulement 6%, 6 petits pourcents arrivent à faire mieux. Mais dans la majorité des cas, 94% des fonds professionnels font moins bien qu'un simple ETF S&P 500, font moins bien que l'indice. Finalement, vous comprenez que si vous, aujourd'hui, en tant que simple investisseur particulier, qui n'a pas beaucoup forcément de connaissances aujourd'hui, alors je ne vous dis pas de vous lancer maintenant, hein, il y a quand même beaucoup de choses à savoir avant de se lancer en bourse. Mais vous comprenez qu'il y a un vrai potentiel en fait. En achetant simplement des ETF, notamment, on va pouvoir faire mieux que 94% des professionnels. C'est quand même un résultat qui n'est pas à prendre à la légère, c'est quand même un résultat qui est assez édifiant. On pourrait se dire que les professionnels en bourse, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, qui vont apporter leur plus-value, qui vont pouvoir nous apporter de la performance. Dans la plupart des cas, vous serez mieux sans un professionnel, sans un gérant pour vous. Vous serez mieux avec un ETF qui va tout faire en automatique ou presque. Il y a quand même des personnes derrière qui gèrent un peu. Mais c'est quand même quelque chose d'assez simple. Simplement prendre un panier avec toutes les actions dedans. Deuxième avantage, et ça vous le verrez très souvent, si aujourd'hui par exemple vous avez une assurance vie ou vous avez une banque et que votre banquier vous a déjà mis des fonds d'investissement qui, dans la très grande majorité des cas, ne seront jamais des ETF, vous allez pouvoir voir que dans la majorité des cas, les fonds sur lesquels vous êtes investi, malheureusement, on ne vous a pas conseillé les bons et très généralement, vous serez sur plutôt des fonds qui auront cette courbe bleue au lieu d'aller chercher la courbe verte qui est obtenable avec plutôt des ETF. Et ça, hein, c'est ce qu'on parlait avec les intérêts composés. C'est notamment à cause des frais, mais c'est aussi à cause du fait que les professionnels n'arrivent pas à trouver les bonnes actions. Parce que c'est extrêmement dur, parce que c'est imprévisible, parce que c'est stochastique, parce qu'il y a trop de paramètres, parce qu'il y a trop de compétition aussi, il y a trop de gens qui essayent de faire mieux. Et finalement, c'est incroyablement difficile car extrêmement concurrentiel. Et donc, dans la majorité des cas, vous allez obtenir cette courbe bleue. Et donc, je vous invite aujourd'hui, si vous avez déjà des investissements, à analyser, à voir ce qui se passe vraiment en profondeur déjà. Vous êtes
probablement en train de pas utiliser les bonnes méthodes, de payer des frais assez chers et donc il va falloir potentiellement changer des choses. Alors on parlait de l'historique des actions et de la bourse. Pour rappel, encore une fois, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais vous voyez, par exemple, on a parlé du S&P 500. Depuis 1957, le S&P 500 a généré 10,26% de performance annuelle. Alors là, on est sur brut d'inflation, donc on n'est pas après inflation. Mais vous voyez cette très belle performance qui, donc je vous le rappelle, avec les intérêts composés, peuvent amener des résultats qui sont assez considérables. Ici, on est aussi sur les actions américaines depuis 1972. Et on voit la performance de 10,52% par an. Ça varie, ça peut varier très fortement. Ce qu'il faut noter ici, un max drawdown, donc c'est la chute maximale. On a eu en 2008, avec la crise des subprimes, une chute très importante, une crise financière mondiale, qui a fait que la bourse, les actions américaines, ont perdu 50% de leur valeur. C'est énorme et c'est pour ça qu'il ne faut pas investir sur le court terme en bourse. Il faut investir sur le long terme pour aller profiter de cette tendance haussière et pas rester sur des crises. Les marchés sont cycliques, il y aura des crises, c'est sûr. Et si vous n'êtes pas prêt à avoir moins 50%, il va falloir mettre d'autres choses en place que simplement investir sur juste les actions américaines, par exemple. Je reprends un petit peu avec les intérêts composés. On a vu tout à l'heure 10-26% pour vous donner un ordre de grandeur. Si vous versez 200 € par mois et que vous obtenez cette performance, au bout de 35 ans, vous obtenez 812 000 € de capital final. Donc vraiment, ne pas sous-estimer les intérêts composés, ne pas sous-estimer le fait d'aller chercher 1% de performance en plus, par exemple. Deuxième avantage des ETF, justement, la transition est toute faite puisque les ETF ont des frais très faibles. En moyenne, c'est 0,2-0,3% par an, contre les fonds d'investissement classiques qui seront plutôt autour de 2%. Donc ici, c'est x10 en termes de frais. Et vous savez que les courbes sont drastiquement différentes des intérêts composés. Si on perd 2%, on perd à la fin, in fine, beaucoup d'argent. Donc ça, c'est encore un avantage sur la gestion passive, puisqu'on a des frais qui sont très faibles. Ici, c'est une simulation qui vous montre 5 000 € placés à 7% de rendement annuel. Ici, on a 0% de frais, on finit à 147 000 €, avec seulement 1,5%. Je vous dis plutôt que les banquiers, les choses classiques qui vont vous être recommandées, ça sera plutôt autour de 2 voire 3% de frais. Donc là, je suis sympa, j'ai pris que 1,5, on est à 69 000 €. Donc là, on vient de perdre plus de la moitié du capital à cause de ces frais. Troisième avantage des ETF, c'est que les ETF sont un investissement qui va être passif. Donc ça ne va pas vous demander de temps. Pourquoi? Parce que l'ETF va vous tenir à jour des marchés financiers tous les jours. Il va pour vous faire des rééquilibrages. C'est-à-dire que, un petit peu comme les équipes de foot, en Ligue 1 ou en Première Ligue, comme vous voulez. Vous avez voilà, l'action numéro 1, en ce moment c'est Microsoft par exemple, Apple, etc. Donc là, imaginons on est sur le S&P 500, il y a 500 actions. Vous avez la 500e, voilà, qui est X, je ne sais pas comment elle s'appelle. Eh bien, l'ETF, pour vous, va faire comme en Ligue 1, c'est-à-dire que s'il y a les 3 dernières, par exemple, qui sont en train de souffrir et de ralentir et leur performance est en train de décroître, alors que il y a des actions là qui sont pas encore rentrées dans le S&P 500, donc dans l'ETF, mais qui sont en train de croître, ces 3 actions-là vont être sorties de l'ETF au profit des autres actions qui sont en train de monter, ce qui va faire que l'ETF, vous pouvez le garder 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous serez toujours à jour des marchés parce qu'il y aura eu des rééquilibrages comme ça dans tous les sens pour vous qui seront opérés. En général, c'est plusieurs rééquilibrages dans l'année. Autour, par exemple, pour le S&P 500, je crois qu'il y a à peu près un mouvement de 20-30 actions de manière annuelle qui sont sorties et qui sont remplacées. Et ça va amener de la performance à votre portefeuille. Ici, c'est un exemple qui montre en fait en 1998, quelqu'un qui à ce moment-là aurait acheté les mêmes actions qu'un simple ETF. Il aurait acheté toutes les actions, lui de son côté. Mais ensuite, il n'aurait jamais fait ces rééquilibrages ici. Donc, il aurait conservé ses actions une fois pour toutes. Eh bien, il aurait obtenu la courbe rouge. Tandis que la courbe bleue, grâce au rééquilibrage et à la fonction donc auto-nettoyante des ETF, l'investisseur en bleu a obtenu beaucoup plus de performance. Parce qu'il a maintenu son portefeuille à jour grâce à un ETF qui va donc
pour vous faire les choses automatiquement. Quand je vous disais que vous n'aurez pas besoin d'analyser l'économie, d'analyser les sociétés et leurs rapports, etc., je vous le disais parce que eh bien, l'ETF va le faire pour vous. En fait, tout simplement, il va faire les rééquilibrages quand il faut pour vous. Et donc, vous pouvez vous déconnecter, ne pas regarder ce qui se passe en bourse. Mais vraiment, littéralement, et c'est une très bonne chose de ne pas regarder ce qui se passe en bourse et de faire le moins d'actions possible. En bourse, plus vous êtes passif, plus vous allez être performant. C'est une règle. C'est un des seuls domaines où moins vous en faites, plus vous gagnez. Donc, vraiment, saisissez cette opportunité parce qu'il y a vraiment peu de domaines où c'est le cas. En général, plus vous travaillez, plus vous gagnez normalement. Là, ici, moins vous en faites, mieux vous vous comporterez. Donc, c'est très passif. Comme disait Eugène Fama, un prix Nobel de l'économie, l'argent en bourse, c'est comme le savon. Plus vous y touchez, moins vous en avez. Donc, maintenant, vous avez compris que en bourse, il y a ceux qui investissent court terme, ceux qui investissent long terme. Dans les longs termes, il y a ceux qui sont actifs et ceux qui sont passifs. Dans la majorité des cas, les passifs vont gagner les actifs. En tout cas, ce sont les chiffres qui le montrent. Les passifs vont faire mieux que les professionnels en bourse qui vont être actifs. Donc, vous connaissez maintenant une stratégie qui peut être très performante en bourse, la stratégie passive. Vous connaissez mieux les ETF. Une chose par contre dont on n'a pas parlé encore, c'est la fiscalité. C'est quand même un point important puisque si vous touchez de l'argent mais qu'après vous êtes trop fiscalisé, de la même manière que les frais peuvent vous faire changer de courbe dans les intérêts composés, les impôts peuvent aussi vous faire changer de courbe si vous payez par exemple 1%, 2% d'impôts sur tout votre capital tous les ans, ça peut faire quand même assez mal. Alors la fiscalité en bourse, c'est plutôt avantageux parce que en général vous allez quand même avoir des enveloppes fiscales qui vont faire que vous allez être beaucoup moins taxé que vos revenus du travail par exemple. On a plusieurs enveloppes fiscales en France qui permettent de ne pas être fiscalisé tant que vous êtes en train d'investir. Donc sur tout votre investissement, toute la durée de votre investissement, donc vous ne retirez rien, vous n'êtes pas fiscalisé. Donc vous pouvez générer des intérêts composés et vous serez fiscalisé que lorsque vous retirez. En général en France, le taux par défaut, on va dire, qui s'applique d'imposition, c'est 30%. Mais c'est 30% uniquement sur les gains que vous avez générés. Hein. Donc par exemple, si vous avez investi, imaginons 10 000 euros, ok, vous avez gagné, par exemple, 10 000 euros. Imaginons que vous avez fait x2. OK. Vous avez donc 20 000 euros. Si vous retirez cet argent, ça peut être aussi lorsque vous vendez. Ça dépend de l'enveloppe fiscale. Mais en général, si vous optimisez un petit peu vos impôts, c'est uniquement lorsque vous retirez votre argent. Là, si, imaginons, vous retirez ces 20 000 euros, vous allez être fiscalisé uniquement sur les gains, hein, donc sur les 10 000 euros que vous avez générés, pas les 10 000 euros que vous avez versés, puisque ces 10 000 euros-là, ils viennent de vos salaires, par exemple, qui ont déjà été taxés, donc ça, c'est pas retaxé encore. Hein. Donc, uniquement sur les gains générés. Donc, on va faire 10 000 euros fois 30%, et donc là, vous allez payer 3 000 euros d'impôt, ok? Donc, net de fiscalité, vous auriez gagné 7 000 euros. Alors, il y a encore plus avantageux que ça. Il y a des enveloppes qui permettent de faire encore mieux. On peut citer par exemple donc le PEA, plan épargne en action. Au lieu de payer 30%, si vous détenez votre PEA depuis au moins 5 ans, vous allez payer 17,2%. Donc, vous allez quand même gagner une belle partie là sur les impôts. Donc, le compte titre ordinaire, ça c'est la fiscalité par défaut. Donc là, en général, vous allez être à 30%. Je dis en général parce qu'il peut y avoir une option pour le barème progressif, je n'ai pas rentré dans les détails, mais dans la majorité des cas, vous allez être autour de 30%. Alors, on a aussi le PER, le plan épargne retraite. Lui, il va avoir un fonctionnement un petit peu différent parce qu'il peut vous faire gagner au niveau des impôts. Parce que vous allez pouvoir déduire l'argent que vous versez sur le plan épargne retraite, sur le PER. Vous allez pouvoir en déduire une partie de votre impôt sur le revenu. Ça peut être donc moins d'impôts à payer. Alors attention, il y a quand même pas mal de choses à savoir avec le PER, c'est-à-dire qu'après, il y a un rattrapage lors de votre retraite, mais si votre taux d'imposition a baissé, ça peut quand même être intéressant, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail du PER, mais globalement, si aujourd'hui vous payez pas mal d'impôts, si vous êtes à 30 ou 41% ou 45% de tranche marginale d'impôt, donc si vous gagnez quand même assez bien votre vie, le PER peut être très intéressant pour vous.
Et puis on a aussi l'assurance vie. L'assurance vie, ça peut être très intéressant dans le cadre d'une transmission. Donc à votre décès, vous allez pouvoir transmettre beaucoup plus d'argent à vos héritiers, à vos bénéficiaires de l'assurance vie. Et aussi, on a aussi une fiscalité intéressante lors de l'investissement parce que, un petit peu comme sur le PEA, vous allez avoir des abattements qui vont vous permettre aussi d'être à 17,2%. Voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. PEA, assurance vie, c'est quand même assez intéressant aussi. Pour plusieurs raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails ici de la fiscalité, mais très important, hein, lorsque vous investissez en bourse, optimisez votre fiscalité. 10% taxé à 30%, ça devient 7%. Donc ça fait très mal. Encore une fois, sur la courbe des intérêts composés, souvenez-vous, hein, là, on perd 3% ici. Donc, il faut éviter d'être taxé régulièrement. Il faut optimiser sa fiscalité. C'est aussi très important. Et on en parlait tout à l'heure avec les dividendes, par exemple. Des dividendes sur un compte titre, c'est vraiment pas avantageux fiscalement. Vraiment pas. Et la plupart des gens qui vont vous parler de stratégie, dividendes, etc., souvent, vous verrez qu'elles sont fiscalisées à Dubaï ou à l'île Maurice ou dans des pays où la fiscalité est vraiment plus clémente. Eux n'auront pas ces 30% à payer, donc forcément qu'ils vont trouver ça intéressant. Mais pour les Français qui vont être taxés en France, avoir des actions à dividendes dans un compte titre, ça peut être très 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 inefficient. Alors, avant de voir les risques, là on va parler des risques en bourse très importants hein, avant d'investir, comment parer ces risques et comment faire pour prendre le moins de risques possible lorsqu'on investit en bourse. Je voulais juste présenter un petit peu S'investir pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je suis Mathieu Louvet, je suis conseiller en investissement financier. Donc, on est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et on fait aussi des formations destinées aux particuliers. Donc, ce sont notamment une formation qui permet de construire son portefeuille boursier, d'optimiser sa stratégie, mais ça va bien au-delà puisqu'on va aussi optimiser les frais, optimiser la fiscalité, optimiser dans le choix des intermédiaires, comment investir pour ses enfants. On fait des masterclass aussi pour aller voir d'autres formes d'investissement, notamment de l'immobilier passif grâce au SCPI. On parle aussi de comment bien déclarer ses impôts. On fait des consultations hebdomadaires où on répond à toutes les questions des membres toutes les semaines en vidéo. On fait des lives tous les mois. Par exemple, on va faire un live sur la déclaration d'impôts, comment bien déclarer ses impôts, quelles astuces pour payer moins d'impôts aussi, pour défiscaliser. Voilà, c'est vraiment un programme complet sur l'investissement, sur la gestion patrimoniale et sur la bourse et sur les ETF évidemment. Et puis aussi, donc nous, on accompagne des clients qui ont plus de patrimoine ou des chefs d'entreprise. Là, on les accompagne avec le cabinet de conseil en gestion de patrimoine, où là, on accompagne vraiment main dans la main les gens et de manière personnalisée. On a donc les accréditations pour faire ça, puisque le conseil en investissement est très réglementé quand même en France, et c'est plutôt tant mieux. Donc nous on a l'autorisation, on a l'accréditation pour faire cela. Donc j'ai créé S'investir il y a maintenant un peu plus de 4 ans et voilà, jusqu'ici on a eu de super retours, que ce soit sur notre formation, sur notre cabinet. Ça a vraiment, ça s'est très bien développé et on est devenu un petit peu quand même une référence sur l'investissement, notamment sur l'investissement en ETF et l'investissement passif. Et moi j'axe vraiment ma philosophie d'investissement sur ce que dit la science finalement, par A plus B. Quelles sont les stratégies qui ont fait leurs preuves, qui sont prouvées, qui ont des gens qui ont étudié cela. Il y a beaucoup de prix Nobel d'économie qui ont étudié énormément de stratégies en bourse et qui nous disent aujourd'hui voilà, sur quoi il faut investir, sur quoi il ne faut pas investir et pourquoi. Et donc toute ma stratégie est basée sur ça, c'est donc un courant de l'investissement basé sur les preuves et les faits. Donc si l'investissement en bourse vous intéresse déjà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, on en parle en détail sur cette chaîne YouTube. On a aussi donc un site internet s'investir.fr avec pas mal d'articles de blog, etc. On a donc un programme de formation complet d'accompagnement. Et puis aussi, si vous voulez aller plus loin après cette vidéo, si vous voulez vous former, vous pouvez accéder gratuitement, c'est le premier lien en description, à une formation 100% offerte qui va plus loin que cette vidéo et qui va vous permettre donc ensuite de pouvoir bâtir votre stratégie. Et je vais vous dévoiler, enfin vous montrer vraiment en détail ma stratégie d'investissement, celle que j'applique moi vraiment aujourd'hui et aussi les membres S'investir, ce qu'ils appliquent. On a aujourd'hui en cumulé avec nos clients à peu près plus de 94 millions d'euros qui ont été investis. Et personnellement, j'investis depuis plusieurs années et j'ai un portefeuille aujourd'hui qui est autour de 600 000 euros. Évidemment, voilà, on peut commencer en bourse avec
peu, hein, on l'a vu tout à l'heure, en investissant 50, 100, 150 euros par mois, c'est 5 euros par jour, on peut avoir des résultats qui peuvent être quand même très intéressants. Donc l'idée, c'est de pouvoir investir un petit peu, au moins tous les mois, et c'est comme ça que peu à peu, on va avoir des résultats qui vont être assez incroyables grâce aux intérêts composés, grâce à l'investissement bien pensé, stratégique, bon père de famille. Donc si ça vous intéresse à la suite de cette vidéo d'aller plus loin et de vous former, vous pouvez trouver donc en description, c'est le premier lien, ma formation offerte qui va plus loin que cette vidéo. Donc maintenant, si on reprend un petit peu les risques en bourse. Les risques, il y en a plusieurs. Alors premièrement, on l'a dit plusieurs fois dans cette vidéo, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc une stratégie qui consisterait simplement à voir une action qui a très bien performé historiquement, à continuer d'investir dessus. Sauf que dans la réalité, ça peut ne pas se passer comme prévu. Il peut y avoir des actions qui ont très bien performé pendant un certain temps, mais qui finiront finalement par décliner. Et on a des entreprises qui déclinent, qui même font faillite, alors que des années auparavant, elles se comportaient formidablement bien. L'espérance de vie d'une société dans le S&P 500, c'est autour de 20 ans. Il ne faut pas l'oublier, ça va très vite. Donc, si vous n'êtes pas tenu au courant, notamment avec une fonction auto-nettoyante d'un ETF, vous pouvez avoir un portefeuille qui va peu à peu décliner et vous pouvez trouver des actions qu'on va parfois peut-être vous recommander, des actions qui sont dites bon père de famille, mais qui vont chuter drastiquement. Ici, Atos, qui sur 5 ans a fait moins 96%. Orpea aussi, qui était très connu pour être un investissement bon père de famille, ça se passait très bien, il y a eu un scandale, un énorme scandale, et voilà, vous voyez ici, moins 97% depuis le début, hein, depuis ici. Donc là, ici, en fait, ça a fait moins 99% une fois, et puis après, ça a refait moins 99, hein, ça a vraiment chuté. De la même manière, hein, c'est pas parce qu'une action a chuté de 90% qu'elle va forcément augmenter. Elle peut rechuter encore une fois de 90%. Ok, là vous vous dites oui mais ça fait plus que 100%. Non, si elle est à 100 ici, elle chute de 90%, imaginons elle tombe à 10, elle peut rechuter de 90% pour tomber à 1. Donc voilà. Donc on a ce qu'on appelle en fait le risque spécifique. Pourquoi on dit risque spécifique? Parce que c'est spécifique à une entreprise. Une entreprise peut faire faillite. Une entreprise peut vraiment diminuer. Et donc vous avez ce risque spécifique si vous investissez sur une seule action par exemple. Si vous avez votre portefeuille où vous avez seulement une action, imaginons General Electric, si vous avez investi au plus haut ici dans les années 2000, eh bien votre portefeuille aurait fait moins 73% sur 24 ans. C'est énorme. Évidemment qu'il ne faut pas faire ça et vous connaissez sûrement l'adage ne pas mettre ses œufs dans le même panier en bourse. Donc la solution à ce risque spécifique, donc le risque qu'une boîte peut faire faillite, le risque aussi qu'un secteur, par exemple si vous investissez sur plusieurs actions, mais uniquement des actions sur l'aéronautique. Eh bien en 2020, avec la crise Covid et les confinements, le secteur de l'aéronautique s'est complètement effondré. Même si vous aviez un portefeuille bien diversifié de plusieurs actions, mais un seul secteur, eh bien c'est pas diversifié. Okay, c'est toujours le risque spécifique. Ça peut être spécifique à une entreprise, à une zone géographique. Si vous investissez que sur des actions françaises, toutes les actions françaises, à un moment donné, il peut y avoir un risque politique, il peut y avoir un risque, quelque chose qui se passe et que toutes les actions françaises diminuent. Et pour ça, on a besoin d'une diversification pour contrer ce risque spécifique. La diversification, donc, c'est le fait d'avoir dans son portefeuille plusieurs secteurs, plusieurs géographies, plusieurs entreprises. Si par exemple on a tellement d'entreprises, imaginons on a 1000 entreprises dans notre portefeuille, hein, il y en a une qui fait faillite, vous n'allez même pas le sentir. Parce que comme les marchés quand même varient un petit peu tous les jours, il y a une certaine volatilité. Voilà, s'il y a une entreprise qui fait faillite, ça veut dire, imaginons, elles sont toutes pondérées de la même manière, vous perdez 0,1%. En une journée, les actions peuvent monter de 1%, de 2%. Okay, donc même en une journée, ce 0,1% peut être contré. Donc, risque spécifique, le rempart à ça, c'est la diversification. On va avoir un portefeuille diversifié en secteur, en géographie, en entreprise, donc plusieurs entreprises, plusieurs secteurs, plusieurs zones géographiques. Donc ça, c'est notamment possible avec des ETF qui vont vous diversifier votre portefeuille très simplement puisque comme on a un panier de plusieurs actions dedans, on va avoir plusieurs secteurs, on peut même avoir plusieurs géographies dans un ETF, etc. Le deuxième risque, très important, donc globalement, on a deux risques en bourse. Le risque spécifique, dont on vient de voir, qu'on appelle aussi risque idiosyncratique. Et le deuxième risque, c'est le risque de marché ou le risque systémique. Le risque de marché ou le risque systémique, c'est que même si vous aviez un portefeuille diversifié, l'ensemble des actions peut diminuer. On l'a vu tout à l'heure par exemple avec la crise des subprimes.
toutes les actions américaines à un moment donné, même toutes les actions mondiales finalement, ont chuté drastiquement parce qu'il y a eu une crise, il y a eu un crack. Donc ça, c'est le risque systémique. Et on a déjà parlé, on sait déjà dans cette vidéo quel est le rempart à ça. Le rempart, c'est le temps. Parce que même s'il y a une crise, eh bien les marchés ont toujours historiquement retrouvé leur plus haut. Et donc, il faut attendre en fait, il faut investir sur le long terme. Je vous disais, il y a deux courants, court terme, long terme. Eh bien, en continuant d'investir, en ne paniquant pas, eh bien, vous allez profiter de cette tendance haussière des marchés. Et même s'il y a une crise à un moment donné, ça va déjà vous permettre d'investir plus bas. Donc de faire ensuite un meilleur rebond pour votre portefeuille. Mais aussi, eh bien, vous allez ne pas paniquer et vous n'allez pas être embêté par des crises parce que vous savez que vous avez un horizon long terme. Et vous savez donc qu'à court terme ou à moyen terme, il peut y avoir des crises. Mais comme vous avez un horizon long terme, ça ne vous concerne pas vraiment. Il faut plutôt voir une grosse chute. Il faut plutôt voir ça comme une opportunité de pouvoir investir plus bas. Donc, historiquement, si on prend des données entre 1926 et 2024 sur le S&P 500, la probabilité de perdre de l'argent, elle a été, si vous investissiez seulement sur un seul jour. Globalement, vous étiez sur une probabilité à peu près 50%. En investissant sur le court terme, vous êtes à peu près sur un pile ou face. Face, je perds, pile, je gagne. Sur un an, cette probabilité, elle diminue un petit peu. Là, vous êtes à peu près à 25% de probabilité de perdre. Donc quand même 75% de probabilité de gagner. 5 ans, ça diminue encore. 10 ans, ça diminue encore. À partir de 20 ans, on a eu historiquement 0% de probabilité de perdre. 100% des gens qui ont investi sur la S&P 500 sur au moins 20 ans, 100% des gens ont été gagnants. Et sur 30 ans également, évidemment. Alors, il y a des stratégies qui permettent d'aller encore plus loin et de même diminuer ça et que sur 10 ans, 100% de probabilité de gagner. Mais vous comprenez donc que l'horizon de placement en bourse, c'est à peu près 10 ans. Si vous investissez sur des temps inférieurs à 10 ans, si vous investissez sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans, même 9 ans, vous prenez des risques en bourse. Il faut au moins tenir 10 ans en bourse. C'est à peu près l'horizon par défaut, un petit peu la référence, c'est au moins 10 ans en bourse. Si vous n'avez pas 10 ans devant vous pour investir, il y a d'autres classes d'actifs. Moi, j'en parle dans les vidéos YouTube, j'en parle aussi dans la formation LBD, j'en parle d'autres classes d'actifs. Il n'y a pas que la bourse. La bourse, c'est un des piliers majeurs de l'investissement, évidemment. Si vous n'avez pas 10 ans, ça va peut-être ne pas être pour vous. Il y aura d'autres choses à faire. Si on prend le même graphique, mais dans l'autre sens, du coup, là, c'est la probabilité de gain selon l'horizon de placement. Donc, vous voyez qu'à 20 ans et 30 ans, vous êtes à 100% ici. Alors, on a parlé du risque spécifique, on a parlé du risque systémique. Il y a un dernier risque, un dernier danger pour vous en bourse, c'est vous. Comme disait Benjamin Graham, c'est un des investisseurs value et un des gens qui a inspiré par exemple, c'est même le mentor de Warren Buffett, un des plus grands investisseurs de la planète. Benjamin Graham disait, le pire ennemi pour vous, sur les marchés financiers en bourse, c'est vous-même. Vous êtes votre pire ennemi. Pourquoi? Notamment à cause de la volatilité en bourse. La volatilité, c'est le fait que les cours varient tous les jours, il y a des grosses variations. Ce qui fait que vous pouvez être tenté de faire des choses, d'essayer d'en profiter. On a vu que la majorité des gens qui font ça perdent de l'argent. Vous pouvez aussi être tenté de paniquer parce que vous avez investi, par exemple, ça coûtait 1000 € et en un an, ça chute, ça vaut plus que, imaginons, 700. Là, vous vous dites peut-être, ah mince, bon, il faut que j'arrête, finalement, c'était pas une bonne idée et je vends. Et là, vous venez de acter une perte de 300 €. Voilà, donc il y a beaucoup de biais qui existent chez l'investisseur, de biais cognitifs qui font que de base, si vous vous lancez en bourse comme ça, vous allez être un mauvais investisseur. De base, l'être humain est un très mauvais investisseur parce que il faudrait normalement en bourse être plutôt un robot, ne pas avoir d'émotions, ne pas paniquer. Et l'être humain est un être d'émotions, va avoir des envies, des désirs et va prendre généralement des mauvaises décisions financières lorsqu'il se lance sans vraiment comprendre et sans savoir qu'il ne faut pas faire ça. Donc, ce qui se passe, c'est que les marchés sont volatiles, donc on le voit ici, par exemple là c'est sur un mois d'août, ça peut vraiment baisser, ça peut vraiment varier. Mais si on dézoome, eh bien ce mois d'août, c'était simplement cette petite zone ici. Donc là, la petite volatilité qui s'est passée, qui vous a fait peur, lorsque vous dézoomez, en fait, vous vous rendez compte que ça s'inscrit dans une volatilité beaucoup plus globale et en fait, ça ne devrait pas vous concerner. Et là, on est sur 5 ans. Mais si on dézoome encore plus, ces petites 5 années-là, c'est uniquement ça. Et vous, si vous êtes un investisseur long terme, ça ne vous concerne pas non plus parce que vous vous inscrivez dans la tendance haussière des marchés.
Donc, s'il y a des grosses chutes ici, par exemple, c'est pendant le Covid ici, 2020. Il y a des grosses chutes ici. Ben, voilà, vous devez continuer d'investir. Et c'est une technique qu'on appelle le DCA. Le DCA, c'est quoi? Ça veut dire Dollar Cost Average. Ça veut dire qu'il part en fait du présupposé que de base, on est un très mauvais investisseur. On a plein de biais psychologiques qui vont nous faire, très généralement, hein, on va vouloir acheter quand c'est haut et vendre quand c'est bas, alors qu'il faudrait faire l'inverse. Il faut plutôt acheter quand c'est bas, ok, et vendre quand c'est haut, et c'est comme ça qu'on fait une plus-value. Sauf que de base, l'être humain a vraiment du mal à faire cela. Et comme en plus les marchés, voilà, ça varie très vite, c'est stochastique, c'est imprévisible, il y a trop de paramètres à analyser. La majorité des gens qui essayent de prédire le marché et qui essayent donc de timer le marché, hein, la majorité des gens qui font ça perdent de l'argent, en tout cas font moins bien qu'un simple petit robot, et c'est ça le DCA, qu'un simple petit robot qui, alors ça c'est un petit cours de, voilà, un petit cours de bourse, un simple petit robot qui, au lieu de chercher à investir au meilleur moment, va investir tous les mois. Il va investir à chaque fois une petite somme d'argent. Ce qui va en fait lisser son cours d'entrée. Il va comme ça acheter quand c'est bas, acheter quand c'est haut aussi, mais en moyenne, eh bien, il va s'inscrire dans la performance long terme des marchés. Et donc, il va avoir une meilleure performance que la personne qui va chercher à faire mieux que ça et qui ne va pas y arriver. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est le DCA, Dollar Cost Average, le fait de simplement se dire j'investis une petite partie de mon épargne tous les mois en bourse sans chercher à comprendre et de cette manière-là, je vais être meilleur que la très grande majorité des investisseurs qui essayent de timer le marché mais qui n'y arrivent pas et pour qui c'est complètement contre-productif. Deux gains à ça, un gain financier clair, deuxième gain, eh bien un gain de temps et de charge mentale. Clair aussi parce que pas besoin d'analyser le contexte ou de savoir si c'est le bon moment d'investir ou pas. Donc le DCA, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler parce que beaucoup de gens l'utilisent, beaucoup aussi vont le critiquer. Dans la majorité des cas, on se rend compte que les investisseurs n'arrivent pas à faire mieux que ça. Et donc autant faire ça pour avoir moins de charge mentale, y passer moins de temps et gagner plus d'argent in fine. Parce que voilà un petit peu ce qui se passe dans la tête d'un investisseur. Voilà un petit peu, en 12 étapes, ce qui se passe. Première étape, on a les marchés qui commencent à monter. La personne va se dire, tiens, ça monte, affaire à suivre. On a les marchés qui continuent de monter. Ok, ça continue, j'achète. La personne commence à acheter ici uniquement. Hein. Troisième étape, ça continue de monter. Voilà, la personne a dit, c'est bon, je sais comment devenir riche. Là, elle a fait une belle plus-value déjà. Je continue d'acheter, voilà. Elle part dans un petit peu un suroptimisme et une forme d'euphorie. C'est vraiment ce qui va se passer pour vous au début, hein, si vous n'êtes pas formé sur le sujet, vous allez vraiment penser comme ça. Les marchés, imaginons qu'ils vont commencer à descendre. Donc elle va se dire, ok, petite correction, je vais temporiser. Donc là, elle commence déjà à ne plus acheter. Hein. Elle a acheté ici et ici. Okay, donc elle a acheté à deux moments où c'était plutôt haut. Et là, quand ça commence à baisser, elle commence à ne plus acheter. Numéro 5 ici, ça ne peut pas descendre plus bas, elle se dit. Voilà, elle se dit, bon, ça peut pas se descendre plus bas, donc elle continue de temporiser, mais elle se dit, c'est sûr que ça va pas aller plus bas. Sauf que ça va plus bas, et au point 6, elle se dit, je vais alléger mes positions. Donc là, elle va vendre. Elle va vendre. Donc là, elle va acter une moins-value. Elle va acter une perte. Point numéro 7, elle va se dire, allez, je vends tout. J'ai tout perdu, on ne m'y reprendra pas. Et elle va être dégoûtée de la bourse. Elle ne voudra plus jamais revenir. Et au point 8, ça a encore diminué. Et elle se dit, voilà, j'ai bien fait, je le savais. J'ai bien fait de quitter et de plus investir. Sauf qu'après, ça continue d'augmenter. Point 9, n'achetez pas, ça va redescendre. Hein, donc elle va dire aux autres, non, non, surtout, il ne faut pas y aller à ce moment-là. Au point numéro 10, vu le contexte, c'est une anomalie de marché. Voilà, elle va se dire, c'est pas normal que ça réaugmente. Point numéro 11, alors finalement, c'est moins cher que lors de mon premier investissement ici. Elle va se dire, ah, je suis tenté quand même de racheter. Et point 12, ici, c'est parti, j'achète alors que, eh bien, potentiellement, ça va rebaisser derrière. Donc, ça, c'est un petit peu la psychologie, hein, c'est un petit peu sous forme d'histoire, mais c'est clairement ce qui se passe dans un cerveau d'un investisseur un petit peu débutant qui va pas comprendre que psychologiquement, en fait, il faut absolument pas faire ça en bourse. Il faut pas essayer d'interpréter les marchés, etc. Les marchés ont toujours raison, ok? Ils auront toujours raison sur vous.
Donc, il ne faut pas essayer de se dire, voilà, je vais investir là, je vais vendre là, etc. Non, non. Vous investissez en DCA un petit peu tous les mois, vous ne cherchez pas à comprendre et vous allez être meilleur que la majorité des gens. Tout simplement. Donc ça, très 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 important, hein, ce risque-là de l'investisseur, le risque psychologique qui font que la majorité des particuliers, c'est un des principaux facteurs, mais la majorité des particuliers vont aussi faire moins bien hein, qu'un simple indice boursier. Tout comme les professionnels, ils vont avoir des performances qui vont être assez médiocres, malheureusement. Donc, il ne faut absolument pas se lancer comme ça en bourse. Et c'est pour ça que c'est important hein, de se former, de comprendre avant. Et c'est le but aussi de cette vidéo. Donc finalement, quand vous allez voir les marchés, quand vous allez voir la bourse, quand vous allez voir qu'elle est à son plus haut, par exemple, vous allez vous dire, bah, c'est peut-être pas le moment d'investir. Ou quand vous allez être dans une situation économique complexe, de l'inflation, une guerre, une crise, vous allez vous dire, c'est pas le moment d'investir, c'est pas maintenant, je vais attendre. En fait, sur les 30 dernières années, on aurait pu trouver 30 raisons intelligentes chaque année de ne pas investir. 1992, mercredi noir. 1993, inquiétude sur les hausses de taux. 1994, la Fed relève ses taux à 6 reprises. Il faut absolument pas investir, ok? En 2000, éclatement de la bulle Internet, c'est vraiment pas maintenant. 2008, récession aux États-Unis. 2007, crise des subprimes. Plus récemment, en 2020, Covid. 2021, retour de l'inflation. 2022, guerre en Ukraine. Voilà, 2023, baisse des taux. 2024, risque de récession, etc., etc. Donc vraiment, c'est pas le bon moment d'investir. Pourtant, sur les 30 dernières années, vous voyez ici, donc c'est représenté par un indice qui s'appelle le MSCI World. La bourse a fait plus de x10 sur cette période. Donc, chaque année, vous allez trouver des gens qui vont vous dire que c'est vraiment pas le bon moment d'investir. Chaque année, vous allez trouver des raisons très intelligentes de ne pas investir. Pourtant, le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour investir, c'est aujourd'hui. Et le pire moment serait attendre demain. En fait, vous allez très probablement regretter de ne pas être passé à l'action et de ne pas avoir investi une petite partie de votre épargne tous les mois. Si vous commencez à chercher à trouver des bonnes raisons de ne pas investir, vous allez en trouver, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'on en trouve qu'il ne faut pas investir en fait. Parce que les marchés sont bien plus complexes que ça. C'est pas parce qu'on sait que ça va être une situation compliquée que les marchés vont descendre. C'est un jeu d'anticipation, la bourse. Si on anticipe une baisse, peut-être qu'elle a déjà eu lieu. Si on anticipe une hausse, peut-être qu'elle a déjà eu lieu. Voilà, c'est très 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 imprévisible et ce n'est pas comme ça qu'il faut investir en bourse. Ce n'est pas en essayant de timer le marché, en essayant de prédire ce qui va se passer parce que la majorité, encore une fois, des gens qui essayent de prédire n'y arrivent pas et font moins bien que quelqu'un qui simplement n'essaie pas de prédire et investit un petit peu comme un robot. C'est pour ça qu'en bourse, c'est très important de commencer le plus tôt possible. Vous comprenez qu'il faut investir le plus tôt possible avec cette simulation. C'est quelqu'un qui investit 300 € par mois en bourse à 10% dès ses 35 ans. Et on voit ce qui se passe à 65 ans. À 65 ans, cette personne-là, elle a 720 000 € de capital final. Ça s'est plutôt très bien passé pour elle. On a une deuxième personne qui, à 35 ans, ne veut pas investir. Mais attend. Elle attend. Et puis, à 45 ans, donc 10 ans plus tard, finalement, elle se dit « Ok, il faut que je commence à investir. » Donc, elle commence à investir juste 10 ans plus tard. Juste 10 ans plus tard, c'est énorme en termes de capital final. La personne qui a commencé seulement 10 ans plus tard se retrouve avec 253 000 € contre 720 000 € pour celle qui a commencé 10 ans plus tôt. Donc on est presque sur un x3 hein, en commençant seulement 10 ans plus tôt. Donc c'est pour ça qu'il faut enclencher le mécanisme des intérêts composés, qu'il faut commencer à investir en bourse le plus tôt possible. C'est très important pour avoir des résultats qui vont être plus importants ensuite. C'est vraiment les dernières années qui vont amener énormément de résultats. Alors certes au début, on va voir le portefeuille qui fait pas grand chose, ça va être un petit peu complexe, on va se dire ah, je sais pas si j'ai bien fait d'investir, etc. Mais il faut tenir long terme et c'est comme ça que on va avoir des résultats très intéressants sur la durée. Donc maintenant, quel est votre plan d'action? Je vous ai fait un petit plan d'action en 10 points. Pour moi, premier point le plus important, c'est formez-vous. Formez-vous parce que cette vidéo, j'ai essayé de la faire la plus complète possible, mais évidemment que ça ne va pas assez loin hein, pour investir en bourse. Il vous faudra quand même plus d'informations, plus de choses pour vraiment bâtir une vraie stratégie d'investissement.
Et donc, je vous en parlais tout à l'heure, mais si vous voulez suivre donc notre formation 100% offerte sur le sujet pour vraiment comprendre ma stratégie en profondeur, ma philosophie d'investissement, pour pouvoir ensuite vous construire votre portefeuille d'investissement en bourse, eh bien, vous pouvez trouver notre formation. Donc, c'est gratuit, hein, c'est une formation offerte que vous pouvez suivre en cliquant sur le premier lien en description. Donc ça, très important, formez-vous, donc que ce soit avec S'investir ou ailleurs. Il faut avoir plus de connaissances. C'est vraiment la clé. Hein, la clé, c'est la connaissance, les méthodes en bourse. Ce n'est pas le hasard ou ce n'est pas d'avoir fait un doctorat en finance ou autre. Hein. On a vu les professionnels échouent à faire des bons résultats en bourse. Donc formez-vous parce qu'il y a un vrai potentiel pour vous si vous saisissez bien cette opportunité d'investissement. Deuxième chose, avant d'investir, vous devez avoir votre épargne de précaution. On n'en a pas trop parlé ici, mais c'est très important d'avoir un matelas de sécurité si vous devez payer quelque chose, un aléa financier ou autre. Il ne va pas falloir piocher dans son compte d'investissement, dans ses investissements en bourse évidemment, puisque c'est long terme. Donc vous avez besoin en amont d'une épargne de précaution. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il va falloir élaborer votre stratégie, sur quoi vous allez investir, comment, etc. Donc ça, c'est très important d'avoir un plan d'attaque. Ensuite, vous devez choisir les bonnes enveloppes fiscales. On en a parlé, la fiscalité, c'est un point très important. Si le PER, par exemple, peut être plus avantageux pour vous, il va falloir l'utiliser pour avoir de meilleurs résultats, finalement, nets de fiscalité in fine. Donc ça, c'est très important si vous allez chercher 1%, 2% de performance en plus net de fiscalité, ça va faire toute la différence. Ensuite, avoir le minimum de frais, évidemment, on l'a vu ici, 1%, 2%, 3% de frais, ça coûte très cher. Donc attention à ce que va vous recommander le banquier ou une assurance vie classique ou un conseiller en gestion de patrimoine un petit peu traditionnel qui va faire les choses un petit peu à l'ancienne. Malheureusement, c'est la plupart des cas. Moi, je vois plein de clients qui viennent nous voir et qui ont des choses qui sont vraiment pas optimisées parce qu'il y a trop de frais dans leurs investissements. Ensuite, appliquer la bonne psychologie d'investisseur. Hyper important. J'ai quand même pas mal insisté là-dessus. Rappelez-vous que de base, vous n'êtes pas un bon investisseur. Il va falloir vraiment passer en mode robot en bourse. Et c'est tout bénef. Financier, mais aussi gain de temps et de charge mentale. Ensuite, commencer le plus tôt possible. On l'a vu, à commencer rien que 5 ans, voire 10 ans un peu avant. Ça change drastiquement les choses. 10 ans plus tôt, on a vu c'était un x3 en termes de capital final. Donc clairement, il faut s'y mettre aujourd'hui. Ne repoussez pas à plus tard ou à demain les choses. Passez à l'action le plus tôt possible. Même avec un petit peu d'argent au début. Hein, voilà, c'est pas grand chose, mais en fait, avec les intérêts composés, ça peut faire c'est des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, comme on dit. Ensuite, automatiser. On peut vraiment automatiser en bourse. On peut ne plus avoir à regarder en fait ce qui se passe parce que ça peut se faire automatiquement pour vous. On a parlé des ETF, on a parlé des comptes comme Trade Republic qui permettent d'automatiser. Voilà, il y a des choses qui sont faisables aujourd'hui pour que vous n'ayez rien à faire ensuite. Donc c'est ce que je vous disais en intro, la bourse peut vraiment être très passive. Ensuite, investissez régulièrement. On a parlé du dollar cost average, très important. Et puis, dernier point, ne touchez plus à rien et profitez. Profitez aussi du présent. Vous avez maintenant sécurisé votre avenir avec des beaux investissements en bourse. Il n'y a pas que la bourse d'ailleurs, il va falloir après un petit peu s'ouvrir. Mais commencez par la bourse, c'est très bien. Mais après, voilà, ne touchez plus à rien. Profitez de la vie, profitez de votre temps. Vous savez que plus tard, vous aurez ces investissements qui pourront avoir fructifié. Donc ça, c'est le plan en 10 étapes. Si vous souhaitez aller plus loin et vous former sur le sujet, donc vous trouverez via le premier lien en description ma formation offerte dans laquelle je vous montre ma stratégie d'investissement, la stratégie EBI et comment construire votre portefeuille en bourse. Donc cliquez sur le premier lien en description pour y accéder, c'est gratuit. Abonnez-vous à cette chaîne aussi, donc si l'investissement en bourse vous intéresse et aussi d'autres formes d'investissement, vous allez voir, on a fait déjà pas mal de vidéos. C'était Mathieu de la chaîne S'investir et on se dit à la prochaine.